Bonjour et bienvenue sur Esprit Biologie. Aujourd'hui, nous débutons une série de vidéos sur la phylogénétique ou l'art de classer les espèces. Mais avant de parler de classification, il faut déjà comprendre ce qu'est une espèce. Une espèce, c'est un concept utilisé pour regrouper des individus et des populations très proches. La notion d'espèce est complexe et nous allons voir à travers deux principes de définition qu'elle demeure assez floue. La première méthode pour identifier des individus appartenant à la même espèce est le critère d'interfécondité. Ce dernier énonce que si deux individus sont capables de s'hybrider et de fournir d'une descendance viable et fertile, on peut les considérer comme appartenant à la même espèce. A l'inverse, si l'hybridation est impossible ou les descendants stériles, les deux individus n'appartiennent pas à la même espèce. Une hybridation qui a lieu entre deux individus d'une même espèce se nomme hybridation intraspécifique. A l'inverse, si elle a lieu entre deux individus de deux espèces différentes, il s'agit d'une hybridation interspécifique. C'est le cas par exemple du mulet qui est un hybride stérile du cheval et de l'âne. Si deux individus d'espèces différentes ne peuvent pas se reproduire et donner une descendance fertile, c'est parce qu'il existe des barrières à l'interfécondité. Il s'agit par exemple de trop grandes différences génétiques, morphologiques comme la compatibilité des organes reproducteurs, ou encore comportementales, comme par exemple des paras nuptiales trop différentes et qui empêcheraient les mâles de séduire les femelles. À première vue, ce critère semble solide. Cependant, il est difficile à vérifier. En effet, il faut pouvoir étudier le couple dans des conditions expérimentales, et il n'est pas toujours facile de se faire reproduire des organismes en laboratoire. De plus, ce critère ne peut pas s'appliquer aux espèces asexuées comme les bactéries, et il est impossible à vérifier chez les espèces fossiles. Enfin, ce critère est parfois violé. C'est par exemple le cas pour le turcoman. Il s'agit d'un hybride fertile de chameau et de dromadaire. On retrouve aussi d'autres cas similaires, notamment chez les plantes. Enfin, il existe une autre particularité qui remet en cause le critère d'interfécondité, celui des variations clinales. C'est ce qu'a démontré l'ornithologue Ernst Mayr. En 1940, il publie un article intéressant qui remet en cause les espèces de goélands de l'hémisphère nord. En effet, on avait tendance à diviser différentes espèces de goélands argentés, bruns ou autres, alors que lui estime qu'il s'agit de populations d'une même espèce, malgré qu'ils ne soient pas interféconds. Il arrive ainsi que deux populations ne soient pas interfécondes, mais appartiennent bien à la même espèce. Cela se produit lorsque ces deux populations sont éloignées dans une série de populations géographiquement proches les unes des autres. Dans cette série, chaque population est interféconde avec ses voisines. Cependant, si on prend deux individus qui appartiennent à des populations trop éloignées dans cette suite, ceux-ci ne seront pas interféconds. En effet, les populations dont ils sont issus sont isolées géographiquement depuis tellement longtemps que des barrières à l'interfécondité se sont mises en place entre elles. On considère qu'elles font bel et bien partie de la même espèce parce qu'elles peuvent s'échanger des gènes indirectement via les populations intermédiaires. C'est ce qu'on appelle une variation clinale. Ce type de configuration se met généralement en place autour d'une barrière géographique infranchissable pour les individus, ce qui isole les populations entre elles. C'est par exemple le cas des goélands autour du cercle polaire arctique ou encore des mésanges charbonnières autour de l'Himalaya. En résumé, les désavantages du critère d'interfécondité reposent surtout sur la difficulté à le vérifier, mais aussi sur la présence d'exceptions et de cas particuliers. On en vient au second critère d'identification des espèces. Celui-ci se base sur les ressemblances morphologiques. Ce critère est très utilisé et applicable à tous les organismes vivants, ainsi qu'aux fossiles. Il suffit en effet de définir des particularités morphologiques associées à une espèce. Dans ce cas-là, il est nécessaire de comparer les individus entre eux. C'est pourquoi on conserve toujours un spécimen de référence sur la base duquel l'espèce a été décrite. Nommé holotype, il est à la disposition des biologistes
afin de le comparer avec d'autres individus et de conclure s'ils se ressemblent assez pour appartenir ou non à la même espèce. Mais c'est aussi là que se trouve le grand défaut de ce critère. La subjectivité. À quel niveau les individus sont-ils assez proches pour être regroupés au sein d'une même espèce? Ou à l'inverse, à quel moment sont-ils assez éloignés pour qu'on en fasse deux espèces différentes? Comme ces questions n'ont pas de réponse objective, les scientifiques sont souvent en désaccord sur l'assignation des individus à telle ou telle espèce, et surtout lorsqu'il s'agit de fossiles incomplets qui ne permettent pas d'étudier toutes les caractéristiques du spécimen. On a tendance alors à diviser les scientifiques en deux groupes. D'un côté, les lumpers, qui ont tendance à réunir les individus en une même espèce, et à diminuer donc le nombre d'espèces, et de l'autre côté, ceux qu'on nomme les splitters, et qui utilisent la moindre différence comme prétexte pour créer de nouvelles espèces. Là où un lumpers verrait des variations intraspécifiques, donc entre les individus d'une même espèce, un splitters, lui, verrait des différences interspécifiques, et donc justifierait la séparation en plusieurs espèces. Ces deux tendances sont souvent en désaccord du coup sur l'assignation des espèces, et c'est encore plus vrai au niveau des fossiles. Récemment, le critère morphologique a été complété par des données génétiques. Mais encore une fois, le degré de différence nécessaire pour différencier deux espèces est complètement arbitraire. Mais finalement, pourquoi est-il si dur de définir précisément les espèces? Eh bien, c'est tout simple. C'est parce que les espèces n'existent pas. En effet, la notion d'espèce est un concept humain. Du point de vue de la nature, il n'existe que des populations évoluant continuellement dans le temps, sans réelle cassure entre elles. Or, l'homme essaye d'y délimiter des espèces. C'est pourquoi il définit des bornes arbitraires pour dire où s'arrête telle espèce et où est-ce qu'on est dans l'espèce d'à côté. Cette vidéo est désormais terminée et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Phyla et Taxa pour découvrir comment nommer des espèces.